Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode 14 avec Cindy Gilbert. Si vous avez écouté la première partie, vous savez déjà qu'on est sur un échange qui est riche, qui est sincère et qui est plein d'émotions. Dans cet épisode, on va plonger dans le sujet de la reconversion professionnelle, explorer ce que ça veut dire de passer du salariat à l'entrepreneuriat et surtout les montagnes russes émotionnelles que ça peut représenter. On parlera aussi des codes du salariat qu'on emmène parfois malgré nous dans notre nouvelle vie pro et on terminera l'épisode sur une note plus légère pour souffler un peu et finir avec le sourire et avec beaucoup d'amour. Allez, c'est parti et bonne écoute. Parfois, quand on fait miroir aux autres, en fait, on fait que ça. On n'est que tous des miroirs des uns des autres. Donc, quand il y a quelque chose qui nous rebute chez quelqu'un, bah, pose-toi la question, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en toi là qui résonne finalement, tu veux pas t'avouer? Au final, c'est là. Peut-être voilà, s'il y a quelqu'un que tu trouves trop fermé, bah, peut-être que toi aussi, t'es fermé, t'ouvres pas ton cœur sur certains aspects, en fait. Peut-être pas les mêmes que cette personne, mais ça fait peut-être écho finalement. Donc voilà, je pense qu'il y a tout ça aussi à prendre en compte et c'est l'une des premières étapes, ouais. Est-ce que tu as des ressources à conseiller pour les personnes qui voudraient s'informer là-dessus ou écouter des podcasts ou que sais-je sur ces sujets-là? Bah, tous les podcasts, pour moi, sont hyper intéressants, enfin, toutes les sources d'information. Aujourd'hui, on a une chance, franchement, entre les livres, les réseaux sociaux, les podcasts, il y a tellement de choses. Déjà, le contact aussi humain, hein, avec les autres personnes, hein. Déjà, rien que ça, d'être à l'écoute des autres. Les écouter vraiment quand ils nous parlent plutôt que se dire attends, comment je vais répondre? Ah oui, non, mais je veux dire ça, je veux dire ça. Plutôt qu'être là dans le mental à se dire comment je vais répondre, il faut que je mette ça en avant, faut que je fasse ça. Bah écoute la personne vraiment. Peut-être qu'elle va t'indiquer des choses sur toi ou elle va t'apprendre plein de choses sur différents domaines en fait que tu connais pas forcément. Ça peut être hyper intéressant déjà. Donc ça, dans sa vie quotidienne, je pense qu'on peut le mettre en place dans tous les domaines. Je pense que effectivement, moi j'écoute des podcasts, j'écoute le tien déjà. Merci. De rien. J'écoute aussi, alors j'écoute un podcast moi qui s'appelle Métamorphose, qui est un podcast qui est assez vieux et que j'aime beaucoup, mais qui est dans la même optique un peu avec beaucoup d'intervenants différents dans différents domaines d'activité et j'aime énormément ce podcast parce que bah, ça donne ouais, des perspectives en fait différentes sur plein d'aspects. Ça permet d'ouvrir son esprit, d'être curieux et je pense que c'est hyper important de sortir un peu des cadres, hein, des cases aussi qu'on nous a donnés. Donc voilà, moi Métamorphose, j'aime beaucoup. Après, il y a d'autres podcasts que j'ai écoutés, mais honnêtement, je pourrais même plus dire les noms, j'en ai écouté tellement, je sais plus. Et les livres, je lis énormément. Je lis vraiment beaucoup. Je m'intéresse beaucoup à tous les aspects corps, mental et émotionnel. Donc à chaque fois qu'il y a des ouvrages un peu liés à tout ça, je regarde l'anatomie, la physiologie, bah, c'est des choses qui m'intéressent par rapport au corps, par exemple. Les autres approches, tout ce qui est énergie, tout ce qui est médecine chinoise. Médecine chinoise, en ce moment, je commence vraiment à m'y intéresser. Tous les ouvrages liés au yoga, parce que c'est lié. Ça m'intéresse énormément. Et après, oui, j'ai lu des ouvrages, par exemple, de Joe Dispenza, qui parlent pas mal ouais, du changement, notamment, de ces réticences qu'on peut avoir et de ces blocages par rapport au changement. J'écoute beaucoup de méditation de Deepak Chopra. Là, c'est plus lié à la spiritualité, on va dire, et c'est un scientifique indien. Ouais, en fait, c'est hyper large, hein. Enfin, enfin, je m'intéresse un peu à tout. Je pense qu'il faut être curieux dans la vie et puis et suivre son intuition. S'il y a des choses qui nous parlent plus que d'autres, y aller. Bah, écoute, merci pour ce partage. On va aborder la thématique de l'équilibre vie pro, vie perso. Ouais. Toi, comment tu parviens à équilibrer ta vie professionnelle et ta vie personnelle, vu que tu es indépendante et que tu as des horaires un peu décalés? Comment tu arrives à conjuguer tout ça? Alors, bon, moi déjà, j'ai pas d'enfants. Donc, je pense que quand on a des enfants, c'est encore différent. Donc, déjà, voilà, j'ai pas trop cette problématique-là. Mon compagnon, il fait le même métier que moi. Donc, sur ça, bah, c'est aussi pratique parce que du coup, bah, on a des horaires décalés, mais on les a ensemble. Donc, on mange ensemble le soir, etc. On continue d'avoir une vie de couple classique. Juste ça, et voilà, il n'y a aucun souci. Euh, Ce qui est plus complexe, je trouve,
c'est effectivement quand on a un métier passion, de réussir à placer des moments vraiment de calme et de relaxation, où juste on regarde une série, par exemple, des choses comme ça, où on se balade, où on fait du sport aussi pour soi, sans suranalyser. Ah ouais, ça c'est intéressant, je pourrais le mettre en place. Ah ouais, ça c'est super. Voilà, typiquement. Donc, ce qui est complexe, voilà, je trouve, c'est de réussir à s'octroyer ces moments-là sans être tout le temps dans le ah ouais, je vais mettre ça en place. Ah ouais, c'est trop bien. Ah ouais, c'est génial. Parce qu'en fait, quand allez, on est dans un métier passion, bah, ça vient tout le temps. Les idées, la créativité. Bon, parfois, elle est moins présente, hein, ça arrive, il y a des périodes quand même. Mais ça fuse un peu à 100 à l'heure, quoi. Et parfois, c'est fatigant, hein. Même si c'est passion, c'est fatigant, quoi. Ça peut, je pense sincèrement hein, que même si on fait un métier passion, on peut quand même aller au burn-out, hein. Je pense que c'est possible. C'est totalement possible. C'est différent forcément que quand on fait un travail qui manque de sens. Quand il y en a, oui, c'est beaucoup plus simple. Mais il faut se ménager, il faut réussir à trouver des temps pour soi. Moi, je sais que voilà, j'essaye autant que possible et je pense que je suis pas encore bien réglée là-dessus avec moi-même, mais j'essaie de m'octroyer des temps de pause l'après-midi, parce que moi je travaille souvent le matin, le midi et le soir, et donc l'après-midi souvent j'ai des creux. Donc pendant ces temps-là, j'essaie d'allier mon travail parce que je dois quand même préparer les programmes, filmer pour les personnes qui sont à distance et des séances en autonomie, les cours à préparer, enfin il y a beaucoup de choses à faire quand même chez soi. Et aussi Terra Joya qui me demande la création de contenu, des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est la partie plus coaching holistique. Voilà, ça demande tout ça. Mais j'essaie de voilà, diviser ce temps et d'avoir un autre temps où je vais me reposer, où je vais méditer, où je vais regarder la télé en fonction de mes envies et de comment je me sens. Et j'ai aussi prévu des vacances. Voilà, j'essaie de quand même prendre des vacances et aussi de prendre du temps pour moi dans mes activités. Donc là, par exemple, je fais des cours de cerceau aérien tous les mercredis soirs. C'est un temps qui est pour moi, où je lâche mon mental et juste je fais ma pratique pour moi, en fait. Et ça, c'est important parce que quand on donne un cours, voilà, je pense hein, qu'il y a quand même un aspect où forcément quand on donne des cours co ou autres, on est un petit peu plus quand même dans le contrôle de ce qu'on va faire, de donner le cours, etc. C'est pas comme une séance de sport pour nous, quoi. C'est pas tout à fait la même chose quand même. Et donc, tu Voilà. arrives à avoir quand même des créneaux où tu arrives à avoir ta pratique sportive, mais personnelle. Ouais, bah, je pense que c'est mon côté un peu lié à mon ancien métier où j'étais chef de projet dans l'organisation. Et que du coup, en fait, je me planifie, c'est même pas, je cale quoi, dans mon agenda. J'ai un agenda où je note, bah là, tu fais ça, après, temps calme quoi, repos. Je le note. Parce que si je le note pas, compliqué. Ou sinon, parfois, j'essaie d'amener un moment de travail un peu plus sympa. D'aller dans un café, voilà, d'amener quelque chose de plus cool, ou où j'y vois quelque chose de plus agréable et joyeux peut-être que rester à la maison à travailler sur le canapé ou sur le bureau. Voilà quoi. Donc j'essaie de mettre ça en place, ouais. Et tu disais que tu étais quelqu'un de très organisé. Selon toi, comment ton identité personnelle, elle influence ton travail? Et aussi inversement, comment ton travail influence ta personnalité? Hum, intéressant. C'est intéressant parce que c'est complémentaire et c'est l'inverse en fait, j'ai l'impression. Ma personnalité qui impacte mon travail, je pense que les deux gros pans de ma personnalité qui l'impactent, donc effectivement c'est la partie rigueur, organisation, perfectionnisme, parce que ça en fait partie, perfectionnisme, dans ses bons côtés comme ses mauvais, hein, parce qu'il y a toujours les deux revers de la carte, hein, pour tout. Mm. Euh, c'est bien pour mon travail parce que ça me permet honnêtement, je suis tout le temps organisée, hein, je sais tout le temps les cours que je vais donner. Je laisse quand même place à l'imprévu, hein, mais de manière générale, mes cours, ils sont calés, ils sont préparés. Mes programmes pour mes coachés, c'est pareil.
c'est planifié. J'ai pas de problème là-dessus. Ça arrive tout le temps en temps et en heure. Euh, la création de contenu pour les réseaux sociaux et aussi pour les personnes que je coach, pareil. Ils ont toujours leur contenu en temps et en heure. J'ai rarement du retard. Ça peut m'arriver, mais c'est rare, ce genre de choses. La budgétisation aussi. euh, Combien il me faut d'argent à peu près. Voilà, cette partie-là un peu plus financière aussi, parce que quand on est auto, bah, on est aussi confronté à ça, hein. Voilà, il faut réussir à... Quand on tombe malade ou quoi, bah, on fait comment? On n'est pas payé. Bon, bah voilà, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Donc je pense que toute cette partie-là, dans mon travail, ça m'aide au quotidien. L'aspect un peu plus créatif aussi que j'ai eu, où je devais créer voilà, des outils informatiques, des formations, des supports en fait. J'ai appris à créer des sites internet, donc j'ai créé mon site internet toute seule. Voilà, les réseaux sociaux, je peux créer des contenus visuels assez simplement. Vidéo aussi, ça va. Je me dépatouille. Et après, l'aspect aussi plus écoute. Écoute et puis, ouais, je dirais empathie. Après, c'est un terme qui est pas assez galvaudé quand même, en bienveillance et empathie. Mais du moins, ouais, je pense écoute et écoute de l'autre. Et ce dont je parlais hein, tout à l'heure, un peu l'intuition de comment je sens la personne, quoi. Ça, c'est très présent bah, dans le coaching, encore plus parce qu'on est en one-to-one, donc la personne, je ressens, j'écoute, j'arrive peut-être parfois à voir certaines choses qu'elle ne voit pas, mais je peux pas trop l'expliquer non plus. Je le sens, en fait, juste je le sens, quoi. Donc voilà, il y a ça. Et donc là, je pense que ça sert mon métier, entre guillemets, d'être comme ça. Et puis parfois, c'est dans l'énergie, ça s'explique pas. Et à l'inverse, mon métier, par contre, m'a apporté et m'apporte encore, et j'apprends encore, de toute façon, j'apprendrai toute ma vie, je pense, à ce niveau-là, justement, à plus lâcher prise, à moins être dans ce perfectionnisme. À contraire, c'est pour ça que je disais c'est un paradoxe, parce que du coup, les deux, c'est les deux revers de la carte, quoi. Ça m'apprend à, ouais, à faire plus place à l'inconnu. Parfois, dans les cours co, bah, j'avais prévu un truc, mais finalement, bah non, en fait, ça cale pas. Par rapport à l'énergie du groupe, c'est pas ce qu'il faut. Bah là, je réadapte et je me cale pas sur ce que j'avais prévu, tant pis, quoi. Donc ça m'apprend à faire ça. Le coaching, c'est pareil. Parfois, on a prévu une séance avec, je sais pas, moi, le fait de se baser sur ses forces, ses ressources, sauf que la personne, elle est pas du tout là-dedans, en fait. Elle est triste, elle est pas bien. Bon, bah là, en fait, faut adapter. Faut adapter, on n'est pas là-dessus, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a un certain lâcher prise par rapport au corps aussi. Se dire que parfois, bah, il y a des moments où on est plus fatigué, que le corps, il suit pas forcément, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et l'acceptation, ouais, ça m'apprend l'acceptation aussi beaucoup. Donc voilà, je dirais le lâcher prise, beaucoup. Euh, Après, la confiance en soi. Confiance en soi parce que c'est un métier de, comme je disais, j'ai beaucoup été dans les peurs plus jeunes, manque de confiance en soi, très timide, à me cacher en fait des autres, à vouloir être invisible tout le temps. Ça a été toujours présent. Et aujourd'hui, je fais un métier de représentation. Et c'est ça qui est assez, c'est étonnant, oui et non, parce qu'en fait, de toute façon, quand on part du principe qu'on est là pour évoluer, on se dit bon bah oui, en fait, je suis en train de chercher, je suis en train d'essayer d'activer en fait les leviers qui me permettent de battre mes peurs, de les combattre et de d'évoluer et de grandir. Donc, ça m'apprend à prendre confiance en moi. Et effectivement, à être en représentation devant des gens, à parler, à être dans mon corps aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai eu du mal plus jeune. La relation avec mon corps, c'était très compliqué, comme beaucoup, beaucoup de femmes, j'ai l'impression. Hein, on est quasi toutes touchées par ça, donc bah, j'y ai pas échappé. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal avec mon corps. Et donc, ça me permet de me reconnecter à mon corps, d'être confiante. Ça m'apporte tout ça, ouais, au quotidien, je pense. Et le sport de manière quotidienne, de manière générale, pardon, ça apporte hein, tout ça. Bah, forcément, moi, mon métier, vu que je le fais tous les jours, bah, ça aide, quoi. Et puis, je trouve que l'entrepreneuriat, de manière générale, fait énormément grandir. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti encore plus que quand j'étais salariée. Parce que tu es seule face à toi-même. Donc, en fait, tu es obligé d'être curieuse, tu es obligé de te débrouiller. Quand tu es face à un problème, à une décision, ben, tu es seule la plupart du temps. Donc, ça fait énormément grandir. Ouais, bah totalement, hein, totalement. C'est
C'est ça, c'est qu'en fait, on est, quand on est auto-entrepreneur ou dans les métiers comme ça, voilà, où on est à notre compte, en tout cas, euh, on est face à nous-mêmes. On n'est pas trop, enfin, on est moins drivé finalement. Enfin, vu que j'ai testé vraiment le salariat et l'auto, de moi, ce que j'en ressens et j'en pense, c'est que le salariat, même si j'avais des objectifs, en fait, j'étais drivée par les objectifs d'une entreprise, les attentes d'une entreprise, et finalement, je me mettais beaucoup de pression. Mais je crois que je m'en mets encore plus depuis que je suis auto. Du moins, c'est différent. Parce que là, ça a tellement de sens, ça touche tellement des choses profondes chez moi que ça m'impacte plus et que ça me demande encore plus de lâcher prise. Euh, mais c'est hyper intéressant du coup, hein, parce que effectivement, bah, on travaille sur tous ces aspects-là. Euh, donc voilà, ouais, je pense que il y a ces aspects effectivement de confiance en soi, de lâcher prise par rapport aux objectifs qu'on se fixe. T'es passé d'un grand groupe à une activité indépendante. Qu'est-ce qui a changé pour toi à la fois, alors tu en as un peu parlé, mais tant sur le plan professionnel que personnel, parce que c'est un grand bond, enfin en tout cas de l'extérieur, pour la plupart des personnes, l'entrepreneuriat c'est un grand bond, on va vers l'insécurité, vers l'inconnu. Bah, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Oui, c'est ça dont je voulais parler tout à l'heure. Je retrouve mon fil. C'est que il y a ce syndrome là de l'imposteur qui est quand même très très présent. Et puis cette culpabilité qui peut aussi apparaître, je trouve, dans l'auto-entrepreneuriat. Dans le sens où, quand on est en salariat, on a nos horaires fixes. Voilà, de telle heure ou non, hein, on peut être dans des forfaits, au forfait ou autre. Et dans ce cas, on va pas avoir des horaires très fixes. Mais quand même, il y a un cadre. Il y a un cadre qui est posé. Euh, et du coup, on essaie de voilà, répondre aux objectifs autant qu'on peut, en fonction de voilà, hein, du sens qu'on donne à notre métier aussi et aux valeurs auxquelles on s'identifie dans l'entreprise, parce que je pense que c'est important quand même. Mais on suit son petit bonhomme de chemin. Voilà. Je pense que quand on rentre dans le monde de l'auto-entrepreneuriat, au départ, tout est beau, tout est rose. Moi, je sais que j'ai cherché l'auto-entrepreneuriat pour la liberté. C'est une valeur qui est hyper importante pour moi, la liberté. Aujourd'hui, je l'ai, la liberté. Je l'ai parce que en soi, c'est moi qui ai choisi qu'est-ce que je donne comme cours co, où je donne cours co. Les coachings que je donne, je me mets en accord avec la personne, mais je les cale dans ma semaine. Les temps où je dois travailler à la maison, pareil, je les cale. Par contre, cette liberté, c'est est-ce que je me l'autorise en fait? Parce que on est tellement conditionné à ce monde peut-être parfois bah, du salariat où la liberté, elle était plus ou moins présente parce que imposée en fait. La liberté, elle était conditionnée. C'est-à-dire que de telle heure à telle heure, t'es pas vraiment libre, t'es sur ton lieu de travail. Puis à partir de 17h, 18h, allez, ça y est, t'es libre. Ah ouais, c'est la liberté. Les vacances, ah, c'est la liberté. Je pense que moi, en tout cas, chez moi, c'était associé comme ça, à peu près. Que là, aujourd'hui, c'est bah, en fait ma liberté. Si je veux partir en vacances, je dis à mes clubs ou autres, bah, je pars en vacances, en fait. Je pose, je suis pas payée. C'est à moi de voir, mais je peux le faire. Mais est-ce que je me l'autorise? Ça, c'est autre chose. Il y a une partie de moi qui est encore conditionnée, qui se dit, bah non, tu vas pas faire ça quand même. Non. Ou sinon, quand je veux m'octroyer ces temps de pause, là, ces fameux temps de pause dont on parlait tout à l'heure, ouais, je les cale dans mon agenda. Mais psychologiquement, il y a toujours une petite partie de moi qui est là. Il est 16h. Tu devrais travailler là en fait. Là, tu fais rien. Il est 16h. Ou parfois, il y a des jours, bah, par exemple, pendant les vacances scolaires, moi, j'ai pas les associations. Ils sont fermés. Donc, il y a des jours où c'est plus cool. Ou potentiellement, j'ai peut-être moins de travail. Bah non, je vais avoir tendance à aller me chercher du travail où il y en a pas en fait. Ou il pourrait y en avoir moins ou de manière plus équilibrée. Bah non. On est justement plus autonome en fait dans cette vie d'auto-entrepreneur. Donc, faut réussir, comme on te disait tout à l'heure, à s'octroyer ces vrais temps de pause, mais psychologiquement aussi. À se dire, je lâche prise, j'accepte, j'arrête de culpabiliser et je prends ce temps pour moi en pleine conscience et sans penser à tous les trucs que je pourrais faire pour combler ce vide, en fait, tout simplement, quoi. Donc voilà, je pense que c'est ces deux aspects-là. En tout cas, c'est ce qui me vient quand on parlait du monde. Ça me fait carrément écho parce que hier, du coup, j'avais moins de charges de travail à effectuer et je me suis dit, bon, ben, ok, je vais m'accorder un moment, je vais me regarder une série.
Et en fait, pendant tout le long de ma série, j'étais en train de penser à ce que j'allais faire, à ce que j'avais pas fait, à ma to-do. Et je me disais, mais en fait, je me suis même pas détendue parce que enfin physiquement plutôt, j'étais en repos et j'étais devant ma télé. Mais mentalement, en fait, j'étais pas du tout déconnectée et j'étais dans de la culpabilité. Donc, en fait, c'est exactement ça, de réussir mentalement à se libérer et à s'octroyer ce temps, c'est hyper dur et on est grave matrixé, surtout quand on passe du coup du salariat à l'entrepreneuriat, on est hyper matrixé en fait par l'environnement et c'est ancré, les habitudes elles sont ancrées, c'est hyper dur de s'en défaire. Ouais, mais totalement. En fait, c'est ça, c'est qu'on cherche cette liberté, puis on se l'octroie pas, en fait. Donc c'est Et tout c'est toute la complexité de l'être humain. Il recherche des choses, comme il recherche le changement, mais il laisse parler ses il y va peurs. pas, c'est Il y ça. va pas. Voilà, je pense que pour toutes les personnes, parce qu'on c'est dans l'air du temps, la reconversion, aller faire quelque chose qui a plus de sens. Et moi, je l'ai fait et je suis à 100% pour tout ça, bien évidemment. Et je pense qu'on a un monde en évolution et qui tend vers ça de toute façon. On va de plus en plus aller vers des domaines qui ont du sens pour nous. Et tant mieux, ça va faire qu'on va être peut-être plus épanoui au quotidien. Voilà, je pense. Pour notre société, pour ce monde aussi, c'est important. Tout ce qu'on se déconditionne là sur des choses comme ça et qu'on réussisse à, je pense que tout part de la confiance en soi et de l'amour qu'on veut se donner, hein. Faut qu'on arrive à se dire, bon, ok, je me donne plus d'amour en fait. Je veux la liberté, bah je me la donne. Et j'arrête de l'attendre de tierce ou tierce personne parce que justement, bah, ça fait partie de l'évolution et je pense qu'on sera plus autonome là-dessus. On arrivera plus à s'ouvrir à ce genre de choses petit à petit. Et tu parlais des horaires tout à l'heure, mais il y a une grosse culture aussi des horaires, je trouve, en France, de se dire, bah non, en fait, une journée de travail, c'est, je sais pas, 8h, 18h. Et en fait, c'est hyper présent, je trouve, le fait de devoir les respecter et que si tu pars plus tôt, ben, c'est mal vu. Si tu travailles pas l'après-midi, c'est mal vu. Alors qu'en fait, bah, tu regardes dans d'autres pays, tu finis à 16h et c'est OK. Et ça ne veut pas dire que tu n'as rien foutu de ta journée. Au contraire, des fois, tu es même plus productif pardon, sur un court temps que sur une journée de 8h, 8h, 18h. Mais c'est hyper présent, je trouve, dans notre culture et en France en tout cas. J'ai jamais compris et en même temps, je l'ai fait comme beaucoup de monde, je pense, comme quasi tout le monde. Ouais, effectivement, il y a une horaire à respecter. Enfin, même pas. Moi, j'avais même pas d'heure à respecter parce que j'étais au forfait. Donc, en soi, dans mon contrat, il y avait rien qui m'obligeait C'est informel en fait, ouais. ouais, à respecter des horaires, hein. Pas du tout. Et pour autant, je me souviens que je regardais l'heure et parfois, il m'est arrivé hein, de rien faire, d'attendre en fait, de me dire bon, il est pas 18h. Mais aujourd'hui, surtout la gestion de projet, c'est très aléatoire. J'ai eu des moments de rush où vraiment je travaillais jusqu'à des 21h non-stop, où je mettais énormément la pression. Pendant la période de Covid, j'ai dû remettre en place tout un système d'information. Enfin, c'était vraiment une période très compliquée où j'ai beaucoup travaillé, mais il y avait des moments plus creux où il y avait moins de projets, il y avait moins de choses à faire. Et bah ouais, j'étais là au bureau, puis j'attendais que ça passe, quoi. Typiquement, c'était l'un des éléments où je me suis dit, mais ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a aucun sens. C'est une question d'image, qui est basée sur rien, en plus de ça. Donc, ouais, ça, c'est des genres de choses, ça me manque absolument pas. Pour le coup, dans le salarié, ça me manque pas, ouais. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui a envie justement de se reconvertir et de partir dans l'entrepreneuriat? Ah bah, de pas écouter ses peurs, ouais. Mm. C'est la Facile. première étape. Ah bah ouais, ouais. Je pense que c'est la première chose à faire. Je dirais ça. C'est-à-dire que moi, voilà, j'avais toutes ces peurs-là, mais comme je disais tout à l'heure, j'avais cette intuition. Je pense que quand il y a ce truc-là au fond de soi qui vibre très profondément, un peu dans les tripes, que ça s'explique pas trop, même si ça a aucun sens, faut peut-être aller quand même regarder et voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. C'est comme je disais, moi, il y avait rien qui me prédisposait en fait à faire cette reconversion et ce métier-là. Vraiment rien. C'était en fait je m'en souviens, enfin encore, hein, comme si c'était hier. Je courais et j'avais des visualisations, on peut appeler ça comme ça. Je me voyais en fait en train d'animer des cours, mais je faisais pas à parcourir, comme je disais, je faisais pas beaucoup de sport ni rien. Et quand je visualisais ça, eh ben ça vibrait d'une puissance en moi et je me suis dit, waouh.
C'était de la joie en fait. C'était très puissant, de l'amour, de la joie, un peu comme émotion. C'était ça qui ressortait beaucoup. Et je me suis dit, bah, il y a quand même quelque chose à chercher parce que c'est bizarre. Et donc c'est pour ça, en fait, j'ai écouté mon intuition. J'ai pas écouté mes peurs parce que quand même, hein, j'avais un métier à responsabilité, j'étais très bien payée. Et je me suis dit, bon, bah tant pis, j'y vais, je plaque tout, on verra, sans trop savoir où j'allais. Et comme je disais, j'ai eu des moments de doute, hein, il y a eu des moments très compliqués. Et à chaque fois qu'il y avait mes peurs qui étaient là, je leur disais, laisse-moi tranquille, je sais ce que je fais, je sais où je vais. Et ce qui peut être difficile parfois, c'est l'entourage aussi. Donc ça, c'est aussi un message pour effectivement les personnes qui veulent se reconvertir, c'est que déjà, bah voilà, il y a ses propres peurs qu'il faut réussir à faire taire quand on sent qu'il y a quelque chose de plus puissant encore qui vibre pour le laisser émerger, ce truc-là, justement. Et quand il y a l'entourage qui va faire parler ses peurs, parce que votre entourage, il va faire parler ses peurs, c'est normal, ils ont peur pour vous, ils vous aiment. Et bah là aussi, faut réussir à faire la part des choses et se dire, bah cette personne, elle m'aime, c'est pour ça qu'elle fait ça, mais ses peurs, elles lui appartiennent en fait, ce sont pas les miennes. Donc accepter ça et puis quand même continuer en fait, continuer à chercher, se renseigner. Et je pense que rien que déjà, quand on a une petite envie de reconversion, quand on sent qu'il y a un petit domaine comme ça qui nous titille effectivement, et bah commencer à se renseigner en cherchant les formations en ligne, commencer à lire des livres peut-être ou regarder du contenu, écouter des podcasts, ouais, et regarder les réseaux sociaux, certaines pages, etc. Ça reste une première étape en fait, une première action. Et je pense que c'est le plus important en fait finalement. C'est cette première action. Et après petit à petit, et bah, c'est par étapes. Je pense qu'il faut mettre une petite action, plus une petite action, faire grandir tout ça. Et puis peut-être qu'à un moment, on se dira, ça y est, je me sens prête. Et je pense que la vie, elle est très bien faite. Euh, Aussi bien, il peut y avoir des moments de, voilà, de down, de up, il y a les deux. Mais je pense que quand on est fait, entre guillemets, pour quelque chose, que ça vibre en nous, qu'on est aligné à quelque chose, la vie, elle fera en sorte, en fait, de nous y mener. Hmm. C'est un Je beau pense. message d'espoir pour les personnes qui veulent se lancer et Ouais. qui n'osent pas. Je pense qu'il faut faire confiance, il faut se faire confiance à son choix futur, un peu, entre guillemets. Si on a plein de peurs aujourd'hui, on peut se dire, bon, bah, je me fais confiance et je sais que demain, j'arriverai, en fait, à les faire taire et à être cette personne que j'ai envie d'être. Et faire confiance, bah oui, à l'univers, à ce monde, enfin, je sais pas, si on est croyant, à Dieu, peu importe en fait, hein, le nom qu'on donne à tout ça. Moi, après, voilà, je suis très ouverte aussi à tout ça, hein, par le yoga forcément, mais bon, faire confiance en fait à cet univers et se dire, bah, si ça doit arriver, ça arrivera, ça arrivera. Si ça ne doit pas arriver, j'aurai des bâtons dans les roues et ça arrivera pas. Ou c'est que je dois encore apprendre certaines choses avant que ça arrive. Et ça, c'est possible aussi. On peut mettre peut-être des années à atterrir sur une reconversion, sur quelque chose, parce qu'avant, on devait peut-être vivre d'autres choses. Peut-être, avant. Merci. En tout cas, on arrive à la fin du podcast. Je te pose une dernière question un peu plus légère. Si tu étais une émotion, laquelle serais-tu? Oh, je dirais la tristesse. Et c'est étonnant, mais je dirais pas, ouais, les émotions qui sont catégorisées comme un peu plus joyeuses. Je dirais la tristesse parce que elle nous indique qu'on est en vie, en fait, et qu'on est vivant et qu'on peut ressentir de l'amour. Derrière la tristesse, souvent, à mon sens, hein, c'est souvent lié à de l'amour, derrière. Ça peut être de la tristesse, par exemple, je sais pas, si on a perdu quelqu'un, bah ouais, mais derrière ça, il y a l'amour. Il y a l'amour, en fait, pour cette personne. Et c'est l'amour qui est derrière tout ça. Et oui, je dirais ça. Après, il peut y avoir d'autres domaines, hein. Là, j'ai celui-là en tête qui me vient, mais la rupture amoureuse, c'est pareil, par exemple. Il y a l'amour qui est derrière. Et le fait d'exprimer cette tristesse, de laisser nos pleurs s'exprimer aussi, bah, on décharge. Et donc, je pense voilà, qu'elle est nécessaire. Et souvent, en fait, elle est mise de côté. C'est pour ça que je dis la tristesse aussi, parce que souvent, c'est l'une avec la colère, hein, ce sont les deux, souvent qui sont mis de côté où on se dit faut que j'étouffe ça parce que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour les autres.
On a été élevé dans une société où la tristesse, c'était une faiblesse. Voilà, fallait pas pleurer, quoi, parce que sinon, bah oui, bah, c'est qu'on est faible, on n'est pas fort. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont été conditionnées comme ça et qui aujourd'hui n'arrivent même plus à ressentir vraiment leurs émotions, en fait. Sauf que quand ça s'exprime pas, pour moi, ça s'imprime dans le corps. Si ça sort pas, ça s'imprime. Donc ça s'imprime de quelle manière après, j'en sais rien, mais ça peut créer peut-être des blocages plutôt physiques, des maladies peut-être aussi, j'en sais rien. Donc voilà, j'ai envie de la remettre un peu à sa juste place, cette émotion. Elle est là et il faut l'accepter, puis il faut l'accueillir et puis l'accueillir à bras ouverts, je pense, avec amour, justement. Merci, merci beaucoup Cindy, merci pour cet échange et puis je te souhaite une bonne après-midi. Bon après-midi!